Salut! Je sais que souvent je donne une image de moi où j'ai l'air super sûr de moi. Alors qu'en fait, vraiment pas du tout, parce que je sais que j'ai commis pas mal d'erreurs dans le passé, et du coup j'aimerais en parler, parce que je trouve que c'est un truc, on parle rarement de nos erreurs, et à juste titre, hein, parce que souvent on est plus fier de nos réussites que de nos erreurs, et pourtant je pense que ça crée un sentiment de malaise chez certaines personnes qui se disent «Ah mais j'ai fait des bêtises», mais qui osent pas en parler, alors qu'en réalité, faut en parler, c'est normal de faire des erreurs, je crois. Je vais vous présenter deux courriers que j'ai écrits tous les deux en 2015. Donc c'est pas tout récent, c'était ma première année d'exercice, c'était juste après mon diplôme. Et donc forcément, il y aura des choses rigolotes à voir dedans. Le premier, c'était pour une patiente qui m'était adressée par un médecin, un neurologue, qui avait écrit qu'elle voulait une rééducation pour les céphalées de tension. 1er octobre 2015, je me suis dit je vais lui faire un courrier pour lui expliquer, parce que cette neurologue m'avait dit qu'elle n'osait pas trop prescrire de la kiné pour les céphalées, parce qu'elle avait peur que la sécu lui tombe dessus à un moment ou à un autre. Et je me suis dit je lui ai écrit le courrier de bilan, comme ça fera toujours un truc sur lequel s'appuyer si jamais elle a des comptes à rendre. Donc j'ai commencé la prise en charge le 1er octobre 2015 de Madame Lolilol pour ses céphalées. Elle commençait alors son traitement par ibuprofène et aoxyne que vous lui aviez prescrit. Elle présentait des douleurs céphaliques permanentes atteignant fréquemment 7,5 cm sur le VA. Alors ça c'est rigolo déjà d'une part parce que le VA aujourd'hui j'utilise quasiment plus. Et là à cette époque-là j'utilisais encore la petite réglette et c'était rigolo. Alors ça donne des informations mais c'est pas facile à exploiter je trouve. Et j'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui à employer le VA. Ces douleurs étaient localisées strictement sur l'hémicrâne gauche, avec des antécédents de whiplash en 2011 et en janvier 2015. Donc du coup là c'est pour préciser un peu le tableau clinique, parce qu'en fait si j'écris ça c'est que moi j'ai une idée dans la tête, c'est que je me dis ouais, le médecin il m'a prescrit céphalée de tension, mais cette dame là elle a mal que du côté gauche, elle a des antécédents de blessures cervicales, dont une dans l'année. Bon, ça correspond pas spécialement en temps, donc c'est pour ça que c'est rigolo à pointer du doigt que moi, je fais ces corrélations-là à cette époque-là. Aujourd'hui, une corrélation temporelle qui arrive 9 mois après, je m'en occuperai peut-être plus. Pouvant laisser suggérer une éventuelle céphalée cervicogène. Alors, le terme de cervicogène, c'était le terme que j'employais à l'époque parce que ça me semblait la traduction logique de cervicogénique. Aujourd'hui, l'ICHD3, la classification internationale des céphalées, a été traduite en français. Du coup, le terme de cervicogénique a été pris dans cette classification. Des paresthésies cervicales et sur l'arcade sourcilière à gauche. Donc ça pour moi c'était important parce que du coup à un moment je me suis dit peut-être que c'est du coup il y a une composante neurogène, mais comme ça correspondait pas du tout, mais vraiment pas du tout à un tableau comme c'était décrit dans la classification internationale des céphalées, un tableau de névralgie occipitale, je m'en suis pas vraiment occupé. Alors qu'en réalité peut-être qu'il pouvait y avoir une composante neuropathique. Je raisonnais beaucoup en bloc, je mettais ça c'est une céphalée cervicogénique ou c'est ça. J'étais un peu tout ou rien. Ainsi qu'une diminution des douleurs à la pression, d'une diminution des seuils de douleur à la pression sur les membres supérieurs et inférieurs gauche pour montrer une éventuelle sensibilisation nociceptive. Alors déjà à cette époque-là, j'utilisais cet outil-là qui était décrit par Nace, où j'utilisais une seringue que j'avais modifiée moi-même pour m'en servir. J'avais utilisé une balance de cuisine pour l'étalonner, pour vérifier un petit peu la sensibilité un peu générale. Et ce que je trouvais régulièrement chez les gens qui avaient des céphalées d'un côté, c'est qu'ils étaient plus sensibles de tout le côté là. Et donc là, moi dans ma tête, il y a ces signes-là, c'est une sensibilisation nociceptive. Les examens d'imagerie cérébrale et cervicale n'ayant montré aucun trouble. Donc là, dans ma tête, je me dis, elle a de la sensibilisation centrale. Et là, c'est le drame. En outre, la patiente avait une attitude spontanée en translation latérale gauche de la tête avec diminution de l'inclinaison droite et de la rotation droite cervicale et un rachis cervical sans aucune courbure. Ouais, c'est moi qui ai écrit ça en octobre 2015. Comment dire, c'est... Et donc du coup je continue. Le traitement kiné s'est concentré alors sur une éducation à douleur pour diminuer la sensibilisation nociceptive de manière centrale. Ça n'a strictement aucun sens ce que je viens d'écrire. C'était pas moi, hein, c'est juste... bon déjà la phrase en elle-même n'a pas de sens. Hein, diminuer la sensibilisation centrale peut-être, ouais. Diminuer la sensibilisation nociceptive de manière centrale, bof. Mais c'est un peu à cause des papiers que j'ai lus, notamment les papiers de Fernandez de las Peñas qui disaient si la douleur persiste, c'est peut-être qu'il y a la sensibilisation centrale qui doit être traitée autrement. Et un autre Nace qui disait sensibilisation centrale égale éducation à douleur.
c'est des raccourcis, mais vraiment, il n'y a rien pour pouvoir appuyer ça. En disant qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. À l'époque, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et honnêtement, je pense que c'est tout à fait faux. Sensibilisation centrale ou pas, on s'en fiche. Ça peut être intéressant d'expliquer la douleur ou pas. C'est intéressant, mais dans une toute petite portion, je pense. Et puis ensuite, je continue. Une diminution des contractures des muscles sternocléido-occipitomastoïdiens, suboccipito-trapèze supérieur, un renforcement des réfléchisseurs profonds du rachis cervical pour la limiter l'activation des réfléchisseurs superficiels. Donc à cette époque-là, j'étais très 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 axé sur les levées de tension. J'en faisais à tous mes patients et franchement c'était fatigant. C'est rigolo, j'en utilise quasiment plus aujourd'hui. Un renforcement des fléchisseurs profonds du rachis cervical pour limiter l'activation des fléchisseurs superficiels et une éducation. Alors c'était les histoires de contrôle moteur parce qu'effectivement il y avait trois éléments dans les études sur les céphalées qui m'obligeaient à utiliser ça. Et on m'obligeait pas vraiment, mais c'était pas quelque chose que j'utilisais fréquemment. Une éducation à l'enjambement du poste de travail pour éviter les postures engendrant la douleur myofaciale. Mon Dieu, moi je me fais du mal quand je lis ça. C'était un truc que j'utilisais parce que c'était le résultat d'un MOOC que j'avais suivi sur la prévention des douleurs chroniques. Et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup me raccrocher parce que je venais d'être diplômé et je savais pas trop comment faire. J'avais pas encore développé ma propre pratique. J'étais pas assez sûr de moi pour pouvoir faire autrement. Donc du coup, je me raccrochais à ce que j'avais vu en MOOC parce que du coup, ça me rassurait moi-même de savoir que des gens utilisaient ça et que ça marchait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu pas mal d'études et notamment les méthodologies pour me calquer sur leur méthodologie vu que ça fonctionnait pour eux. De plus, un programme d'étirement et d'exercice à domicile a été établi pour maintenir la correction de la posture. Alors, c'est rigolo, on va en parler juste après. Parce que le traitement s'est étalé sur 8 séances. Bon, c'est pas non plus horrible, il y a eu 8 séances, c'est pas fou en termes d'efficacité, mais c'est pas horrible. Jusqu'au 12 novembre, avec les résultats, une normalisation des seuils de douleur à la pression. Donc ça, c'est un truc rigolo. C'est que les seuils de douleur à la pression étaient similaires des deux côtés. Alors, il y avait plein de choses chez cette dame-là. Notamment, elle avait des troubles du sommeil, elle venait d'avoir un bébé, ce genre de choses. Et ça, je ne prenais pas du tout en compte dans le bilan à ce moment-là. Donc, je pense que ça a beaucoup joué dans son amélioration. Et aussi le fait que je la rassure un petit peu, que je lui donne un nom sur sa douleur et ce genre de choses. Un passage de céphalée permanente à céphalée récurrente. Donc, elle avait mal en permanence de son côté, ce qui me faisait penser que c'était une céphalée cervicogénique. Et du coup, là, elle avait mal de temps en temps, mais pas tout le temps. Et quand elle avait mal, c'était plus à 7,5, mais à 2,5. Et les médicaments ont été abandonnés 3 jours après le début du traitement, selon la patiente. Ouais, elle avait décidé, je lui avais envie de dire que c'était grâce à moi qu'elle s'était améliorée et pas grâce aux médicaments. Donc ce qui est rigolo, c'est que cette patiente-là, elle s'est certes améliorée. On a même fait des tests de repositionnement céphalique et tout à la fin, parce que bon, les 2 dernières séances, elle allait déjà mieux. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'elle a absolument pas changé sa posture. Ça a un peu contribué à mon évolution des croyances sur ce sujet-là. C'est que même déjà j'y croyais pas beaucoup à l'époque, mais comme je vous ai dit, je m'y raccrochais parce que c'était rassurant. Et du coup, cette dame-là, elle avait absolument pas changé sa posture. Elle était toujours, si vous vous souvenez de la diapo d'avant, elle était toujours en translation latérale gauche de la tête avec diminution de l'inclinaison droite, la rotation droite cervicale et un rachis cervical sans aucune courbure. Donc du coup, cette patiente-là, c'est rigolo parce que elle allait mieux, mais en même temps, sa posture n'avait rien changé. Et ce qu'on avait fait, ça avait marché, mais pas de la manière que je le pensais. Et là, je vais vous parler d'un deuxième patient qui vient me voir pour l'épaule. Un des gros problèmes que j'ai eu, c'est que ce patient-là, en fait, tout ce que je faisais, ça marchait pas. Et on va voir un petit peu pourquoi. Ce patient-là, il m'était adressé par son médecin généraliste, qui lui avait fait aussi donner rendez-vous avec un chirurgien orthopédique de l'épaule. Et j'avais qu'une envie, c'était qu'il évite de se faire opérer pour rien. Donc le médecin l'avait déjà traité par mésothérapie et ondes de choc, et il lui avait donné des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc moi, je lui dis que j'ai commencé la prise en charge le 8 octobre 2015. C'était un ancien pâtre bâtiment de 68 ans. Celui-ci présentait une douleur à l'épaule depuis 4 mois suite à des travaux réalisés dans sa maison. La douleur à l'épaule le gêne énormément pour s'habiller et vient altérer sa qualité de sommeil. Donc un truc bien, c'est que je pense que je ne l'ai pas beaucoup fait à cette époque-là. Là, j'essaie de faire un lien avec les activités fonctionnelles de sa vie. Franchement, c'est un truc que je faisais quasiment jamais. Au bilan, on trouve un rythme scapulo-huméral précoce et un test normal. Alors, un rythme scapulo-huméral, je sais pas. En fait, je j'avais vu en cours. Et là encore, ça me rassurait. Mais c'est vrai que,
si on regardait la clinimétrie, il n'y a aucune fiabilité de cet examen. Et c'est rigolo parce que j'avais absolument pas envie de chercher ça. Le C-test, du coup, je sais pas si vous connaissez ce test-là, c'est on met la main sur l'épaule et on lève le coude. Et on regarde si jamais on arrive à lever l'épaule. Si on lève pas, c'est développé notamment dans la méthode CGE. Si on lève pas, c'est qu'il y a des troubles du centrage de la tête humérale. Ouais. Alors à l'époque, je croyais que le décentrage de la tête humérale existait, mais qu'on était incapable de le connaître en pratique clinique parce qu'avec nos bouts des doigts, c'est difficile. Et puis après, j'ai fait les tests de conflit. Donc voilà. Pour voir s'il y avait un conflit, peut-être éventuellement une bursite. Et j'en ai conclu qu'il n'y avait pas de bursite parce que les tests de conflit étaient négatifs. J'ai quand même fait le test de Job, et puis j'avais un arc douloureux, donc tout ça, ça me faisait penser quand même à la coiffe. Je me disais, c'est la coiffe. L'absence de signes de conflit, la préservation des amplitudes articulaires de l'épaule, ainsi que la résolution de la douleur lorsque le patient met la main au-dessus de la tête, m'ont fait rechercher une origine extra-articulaire. Ouais, j'étais comme ça, je me disais... Oh la vache, ça c'est ce que j'ai vu dans mes cours sur la NCB. Je connaissais pas le cluster de Wiener à l'époque, du coup je l'employais pas, même si j'avais acheté tout récemment le livre de Cleland qui en parlait. C'est un cluster que j'utilise plus aujourd'hui parce qu'en fait je me suis rendu compte que le test de référence qui était utilisé n'était pas top. Là du coup c'était rigolo, c'était ma manière de voir. En fait si on regarde bien le courrier, je fais ça, j'imagine que c'est soit l'épaule, soit un tendon, soit une névralgie cervico-brachiale, soit à la limite, on peut voir éventuellement le test d'Axon était négatif, donc je me disais syndrome de la traversée. Ouais, donc autant vous dire que la clinimétrie à l'époque, la douleur proviendrait donc essentiellement de la tendinopathie du supraépineux sans bursite associée. Ouais. Alors la douleur proviendrait, l'origine de la douleur. Donc ça c'était encore une autre époque où je cherchais une origine de la douleur. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués, qu'on peut trouver éventuellement une source nociceptive, mais qu'il n'y a pas obligé de s'en occuper, et que donc, c'est pas une origine, c'est une contribution, et que peut-être que si on s'occupe d'autre chose, on diminue la douleur, voire même on la fait disparaître, sans s'occuper de la pseudo-origine. Attention, on arrive à la suite. En kinésithérapie, nous nous sommes pour l'instant contentés de massage. Alors ça vient de l'époque où, en stage, j'avais vu que mon tuteur... J'avais bien vu qu'il m'a expliqué qu'il faisait du massage. En fait, en vrai, il le faisait par habitude. Et ça, quand il les avait dû le justifier avec moi, il avait inventé des petits prétextes, donc vascularisation des tendons, tout ça. Et je me suis dit, moi je l'ai fait parce que le patient il avait ces attentes-là, mais surtout que moi je savais pas trop comment faire autrement, je reproduisais ce que j'avais vu en stage. Donc j'ai repris exactement les mêmes justifications à diminuer la douleur d'une part parce que je savais que c'était différent et vasculariser le tendon, même si je crois que les données sont plutôt contradictoires aujourd'hui sur le fait que ça vienne augmenter ou diminuer en fait le flux sanguin. J'ai fait des étirements, des mobilisations, des étirements du petit pectoral, décoller l'angle inférieur de la scapula, parce qu'il y avait un décollement de l'angle inférieur de la scapula. Ouais, de la posture quoi. Nous n'avons pas encore commencé le travail excentrique, mais qu'est-ce que je fais ? Ça fait des séances que je le vois, j'ai toujours pas fait de travail actif quoi. Au vu de la douleur rencontrée, mais allons très prochainement commencer un travail léger des rotateurs externes pour accroître la tolérance douloureuse à charge sur le tendon. Bon, au moins, j'ai une explication qui n'est pas trop en désaccord avec ce que je pense aujourd'hui, même si c'est loin de ça. Donc jusqu'à présent, seulement 6 séances. 6 séances, j'ai toujours pas fait d'exercice, j'ai toujours pas fait de mouvement. C'est quand même le traitement numéro 1. J'ai fait du massage, j'ai fait des étirements, des levées de tension du petit pectoral, j'ai fait des mobilisations, mais j'ai pas du tout fait d'exercice. Et tout ça, ça a été c'est en dessous du nécessaire. Pour moi, 6 séances, ça me paraît normal que le patient il ait toujours mal. Parce que dans la nomenclature de la Sécu, on peut aller jusqu'à 25 séances pour l'épaule. Et donc pour moi, c'est normal. Aujourd'hui, je pense qu'en 2-3 séances, globalement, j'arrive souvent à avoir une diminution nette ou alors au moins un début de diminution de la douleur qui permet de dire ah bah oui là c'est quand même bien ce qu'on fait ou une amélioration de la fonction surtout. J'espère donc pouvoir encore réaliser quelques séances avant que vous envisagiez une opération. Et bah oui parce que ma crainte moi c'est que le patient il se fasse opérer pour rien. Alors pour le coup j'ai rappelé ce patient là après ce courrier là il est allé chez le chirurgien, je l'ai jamais revu et je voulais savoir ce qui s'était passé. Et donc ce patient-là, il allait beaucoup mieux 3 mois après, parce qu'il avait eu une infiltration. Et l'infiltration, il y a eu de la chance, elle fut durable dans le temps. Voilà, donc c'était 2 courriers que j'ai écrits en 2015. Je pense que je vais peut-être vous refaire une vidéo, je vous montrerai un courrier de 2017, un courrier de 2019, que vous puissiez voir l'évolution quand même. J'espère que ça vous a plu.
J'espère que ça vous sera utile d'une quelconque manière que ce soit. Et on se revoit très vite. Et bonne journée.